Donc, d'habitude, je fais le rapport de conseil scientifique. Cette année, je n'ai pas voulu le faire parce que c'était une année très particulière. Donc, je me suis collé, on va dire, à l'actualité en essayant de parler de santé unique, quelque chose qui monte, qui devient un thème. Le mot n'est pas péjoratif, mais parfois il peut l'être, un thème à la mode. Le principe, il est simple. C'est de dire que toutes les santé sont liées, celle du sol, celle des animaux, celle des plantes et celle des hommes. Un sol sain et vivant, ça nourrit bien les plantes et les animaux. Et les plantes et les animaux sains en bonne santé font des produits en bonne santé qui feront des humains en bonne santé. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simpliste? Mais surtout, ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire une chaîne alimentaire dédiée à la santé, c'est unique sur les aspects mesurabilité et base scientifique. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. C'est trop simple des fois de dire, on l'entend trop souvent, dire il suffit de manger local, bio, de saison, puis vous verrez, tout ira bien. Peut-être, c'est pas sûr, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de le mesurer et de le mesurer dans un contexte qui est un contexte particulier. 2020, c'est donc l'année de la maladie Covid, ce virus qui arrive. Ça, c'est une copie d'écran que j'ai fait en début de semaine sur un site d'une université américaine qui recense minute par minute le nombre de cas. Vous voyez, 1 milliard ou 16 millions, je ne sais plus. Non, c'est ça, 1 milliard 649 millions de cas, 3 419 000 morts, 1 milliard 500 millions de doses de vaccins. C'est du lourd. De quoi on parle depuis 1 an et plus sur cette maladie? On parle de drame, bien sûr, de drame humain, de drame individuel. On parle de malades, on parle de décès. Et puis, pour éviter ça, on parle de gestes barrières à la télé, dans les journaux, on parle de médicaments, un peu moins maintenant, parce que maintenant on parle plus de vaccins. Jamais on parle de terrain, jamais on parle de nutrition, jamais on parle de ce qui fait justement, ce qui devrait faire la santé unique et sa base, de dire finalement le virus, il est sûrement très fort quand nous on est faible, et si le sol, les animaux, les plantes sont faibles, nous on le sera aussi, et le virus il sera encore plus fort. Alors, pourquoi est-ce que je choisis de vous parler de ça en disant que je vais essayer de le faire dans un cadre scientifique? C'est qu'il y a 1 an, je pense que vous étiez tous comme moi, à regarder la télé, on ne comprenait pas ce qui nous tombait dessus. Mais à la télé, on entendait parler de mots qu'on connaît. On parlait d'inflammation, on parlait d'orage cytokinique, on parlait de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et moi, je disais à mon épouse qui était sur le canapé à côté de moi, mais ce n'est pas une maladie virale, c'est une maladie inflammatoire. En tout cas, les gens ne meurent pas du virus. Ils meurent d'un excès d'inflammation qui amène de l'eau dans les poumons, qui les empêche de respirer, ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et c'est ça qui les tue, c'est un problème inflammatoire. Sauf que dans le même temps, on nous disait surtout prenez pas de médicaments anti-inflammatoires. Donc ça méritait de se poser la question du pourquoi. Dans la presse médicale, on décrit la maladie Covid comme ça, en disant il y a une phase virale et puis après il y a une phase inflammatoire. Et quand on ne maîtrise plus la phase inflammatoire, ça conduit à la réanimation et ça conduit à la mort. Alors, on ne parlait pas de nutrition, sauf dans la presse scientifique. Ce que je vous mets en copie d'écran, c'est PubMed, c'est le site de la Bibliothèque scientifique internationale. Les scientifiques ont quand même publié 2508 papiers, articles, princeps uniques, sur le thème de Covid et nutrition. C'est beaucoup en 1 an, sachant qu'il faut du temps pour écrire un papier, pour le faire accepter, etc. Dans ces papiers, j'ai choisi de vous parler de ceux de Philippe Calder. Philippe Calder, c'est un grand prof de médecine et d'immunologie, d'immunité. Et c'est le spécialiste mondial, je pense, le meilleur en tout cas, sur la thématique du lien entre immunité et nutrition. Les gens qui allaient à l'hôpital, c'est, je ne sais plus, quelques pourcents des gens qui étaient touchés. On peut se poser la question aussi pourquoi 98% des gens s'en sortent bien. Mais ceux qui étaient touchés, c'était soit des personnes âgées, on parle d'immunosénescence, de baisse de l'immunité avec l'âge, soit des gens avec des facteurs dits de comorbidité, qui avaient déjà une maladie à composante inflammatoire, diabète, obésité, etc. Et lui dit mon travail vise à mieux comprendre comment la nutrition participe au bon fonctionnement du corps humain. C'est une clé pour préserver et améliorer santé et bien-être, diminuer les risques de maladies et traiter les maladies en lien avec l'alimentation. Il a publié 5 articles originaux. Le premier, il l'a publié très tôt. Il s'appelait Nutrition, immunité et Covid. Et je vous lis, j'ai essayé de traduire juste le début du résumé pour dire mais c'est tellement évident.
Et notre système immunitaire nous protège des agents pathogènes. Si on n'avait pas de système immunitaire, si on n'avait pas de système inflammatoire, on mourrait tous au premier agent qui passe. Et des agents pathogènes, il y en a. Et notre système immunitaire, il est incroyable parce qu'il sait reconnaître ce qui va nous faire du mal, ce qui nous fait du bien, il sait reconnaître les amis, les ennemis. Et quand il détecte un ennemi, le système immunitaire, ça commence avec la peau, avec les sécrétions, etc. Et puis ça continue dans le sang. Le système immunitaire, il travaille, et il travaille fort. Et forcément, quand il y a un virus qui arrive, un virus pathogène, le système immunitaire travaille encore plus fort. Et comme il travaille encore plus fort, ben, il a besoin de plus d'énergie. Et il a aussi besoin de plein de substrats. Et ces substrats, c'est tous des substrats alimentaires. Parler du terrain dans des périodes d'épidémie, parler de la force du virus contre la faiblesse des gens et inversement, c'est dire que tous ces substrats sont alimentaires. Il faut des protéines, il faut des acides gras, il faut des vitamines A, des vitamines du groupe B, des vitamines C, D, des oligoéléments, parce que tout ça va être constitutif des enzymes qui vont faire toutes ces réactions d'immunité. C'est tellement évident, sauf qu'on l'a complètement oublié, pas dans la presse scientifique, mais dans les débats de tous les jours autour du Covid, les débats sur l'hydroxychloroquine ou les vaccins, qui sont des débats très intéressants, ont complètement occulté le débat sur la nutrition qui a toujours été dans l'angle mort. Il dit aussi que l'hyperinflammation, donc celle qui provoque la mort, peut être contrôlée par les acides gras oméga grâce à un métabolisme pro-résolution. Alors, je vous ai mis cette phrase, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Et je vous ai mis les 3 personnages à qui on les attribue, avec des débats des fois passionnels. Alors, les 2 du bas, c'est Antoine Béchamp, contemporain de Louis Pasteur, et son ennemi scientifique. Ils n'étaient pas du tout d'accord. En gros, à très gros traits, Pasteur disait qu'il faut s'occuper du microbe et le tuer, quand Béchamp disait non, le microbe, c'est une transformation de nos cellules, etc. Et il faut s'occuper du terrain avant de s'occuper du microbe. Et en haut, c'est, j'ai bouffé son Claude Bernard, donc le père de la médecine expérimentale, de la médecine moderne, qui aurait dit aussi, Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Mais Pasteur disait la même chose. S'il ne le disait pas sous cette forme-là, quand on lui attribue la phrase, j'ai lu des papiers de Pasteur où il dit attention, le microbe, c'est pas tout. C'est important de tuer le microbe, la pasteurisation, etc. Mais occupez-vous du terrain aussi. Ces messages-là, qu'on attribue la phrase à Béchamp, à Pasteur ou à Bernard, je pense que le plus important, c'est de constater que la phrase a été complètement oubliée et que le terrain, on n'en a pas du tout parlé pendant un an et que c'est dommage, on va dire ça comme ça. Donc nous, à notre niveau, qui n'est pas celui de Pasteur, de Béchamp ou de Claude Bernard, on a participé à la production scientifique autour de la maladie et de la nutrition. On a rédigé un article avec Claire Pissonneau de l'INRA, Philippe Legrand, Vincent Rioux, Ronan Thibault de l'INSERM et du CHU, qui est un article d'hypothèse qu'on a écrit dans les premiers mois du Covid, en disant est-ce qu'une supplémentation en oméga 3 peut réduire les complications liées au Covid chez des patients positifs. On introduisait les études cliniques dont je vais parler très rapidement à l'AG de l'an dernier, puisque c'était l'époque où on les mettait sur pied. Et on expliquait pourquoi on voulait faire ça et pourquoi ça avait du sens. L'article, il est paru assez rapidement, 1 ou 2 mois après évidemment validation par les comités de lecture, etc. Ce qui fait le charme de la presse scientifique où tu peux dire des choses, mais si ce n'est pas des choses intéressantes, nouvelles et validées par des pairs, des peer reviews, elles paraissent pas. Alors qu'est-ce qu'on disait? On disait ben, quand le virus arrive dans la cellule, le pneumocyte dans la cellule du poumon, il passe la barrière, il utilise un récepteur ACE2, puis il rentre dans la cellule. Et quand il rentre dans la cellule, il y a des récepteurs dans la cellule qu'on appelle des toll-like récepteurs, des récepteurs à barrière de pH. Ben, il voit le pH ouvert, il voit un virus qui arrive et il déclenche l'inflammation. Comment il déclenche l'inflammation? Qui est un mécanisme de lutte grâce aux oméga-6 qui sont dans les membranes et qui démarre via une voie qu'on appelle NF-κB, le recrutement des cytokines. Tout à l'heure, on parlait d'orage cytokinique. Trop de cytokines, c'est de ça que les gens meurent. Les cytokines, elles sont déclenchées au départ par les oméga-6 qui sont dans les membranes. Normalement, après, ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle la phase promotion de l'inflammation. Puis une fois que le virus est tué, ça s'arrête. Un autre message passe. Celui-là, il est porté par les oméga-3 qui arrêtent l'inflammation. On appelle ça la résolution. Mais si on n'a pas assez d'oméga-3, si la résolution ne se fait pas, alors l'orage cytokinique se met en place et le syndrome de détresse respiratoire peut arriver et peut conduire aux événements dramatiques dont on a parlé.
C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est un schéma qui est complètement admis partout. C'est pour ça que je disais un article dans la presse scientifique, il est validé. C'est ça qu'on décrit. Je résume. Donc forcément, quand on résume, on oublie un peu des détails. Mais ça, il y a un consensus total, absolu là-dessus. Après, une fois que l'inflammation est lancée, dans les membranes, il y a aussi des oméga 3. Les oméga 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle la phase résolution de l'inflammation. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser l'aspirine, il ne faut pas utiliser de médicaments anti-inflammatoires. Parce que si tu utilises des médicaments anti-inflammatoires, ils vont s'attaquer à des enzymes qui vont empêcher les oméga 6 d'agir, et le virus va se développer, mais ils vont aussi empêcher les oméga 3 d'agir. Et il n'y a pas de phase résolution qui se met en place. Donc quand on a un adversaire aussi fort, c'est l'équilibre naturel des choses qui fait qu'on peut se défendre. C'est pas à coup d'aspirine ou d'ibuprofène qu'il fallait se défendre, c'est à coup d'équilibre naturel construit dans le temps. Alors finalement, si on a suffisamment d'oméga 3 dans les membranes, on va pouvoir se défendre. Sauf que quand on regarde ce qui se passe dans les différentes populations du monde, quand on regarde les tests que font des labos qui analysent ça dans le sang, le taux d'oméga 3 dans les membranes cellulaires, il varie de 2% à 14%. C'est 14% chez des gens qui mangent beaucoup de poissons. Je vous montrerai après dans les différents pays. C'est 6-7% chez les gens qui mangent bleu blanc cœur. On est en train de le démontrer. Ça peut être 2%, 3%. Il y a des gens qui ont fait des études sur des pays entiers. On est plutôt bas en Europe, aussi aux États-Unis ou au Canada. Mais ce qu'on défendait, notre hypothèse, celle qui fondait nos études cliniques, c'était de dire que cet équilibre oméga 6, oméga 3 dans les membranes, c'est de la biochimie. Mais avant que ce soit de la biochimie, c'est de la nutrition et c'est de la chaîne alimentaire. Parce qu'on ne les fabrique pas, ces oméga 6 et ces oméga 3. Et quand tu dis ça, tu dis quelque chose de très important en matière de santé unique. Ça pousse dans les champs, ça se retrouve dans les auges, ça s'intègre dans les produits animaux ou les produits végétaux. Mais c'est la façon de produire. Le meilleur acteur de la chaîne alimentaire, ça reste le paysan à ce niveau-là. Donc si cette hypothèse est validée, la prévention, elle commence bien dans le sol et elle continue dans l'assiette. Et quand on est à l'hôpital, c'est sans doute un peu tard. Ça, c'est ce que je vous proposais. Alors, moi, je fais des tableurs Excel qui valent rien en termes d'épidémiologie, parce qu'il y a plein d'éléments confondants. Je vous ai mis quand même l'index oméga 3, donc la quantité d'oméga 3 à longue chaîne dans les membranes. Quand je l'ai mis sur fond jaune, c'est qu'il y a des études qui l'ont fait au niveau du pays. Ils ont pris 1000 personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et ils ont regardé quel était le taux moyen d'oméga 3 dans les membranes. Si vous regardez, il y a eu 38 morts par million d'habitants en Corée du Sud, 94 au Japon, à peu près 3000 en République tchèque. On voit aussi d'un indice oméga 3 qui est de 12 dans la population coréenne, 10 dans la population japonaise, 3 dans la population tchèque. Quand j'ai mis sur fond jaune, c'est que c'est vraiment publié, on connaît. Sinon, quand j'ai mis pas sur fond jaune, c'est qu'il y a une étude qui a été faite avec des étudiants hollandais, une autre avec des Français qui mangent du poisson, une troisième avec des employés allemands, mais pas à l'échelle de la population générale. On est en moyenne entre 3 et 5 en Europe occidentale, un peu plus en Scandinavie parce qu'il y a beaucoup de poissons, et énormément en Asie. Ça, c'est des stats qui valent rien. Alors, par contre, je vous ai mis un article écrit par des épidémiologistes qui ont constaté la même chose, qui ont dit finalement dans les pays où on consomme du poisson, parce que là il s'agit du poisson, on a beaucoup moins de morts qu'ailleurs, mais en corrigeant tous les biais. Vous voyez, j'ai mis exprès la Suède ici. Le gros biais de la Suède, ils mangent peut-être beaucoup de poissons, ils ont peut-être des oméga 3, mais ils n'ont jamais confiné. Donc enlever tous ces éléments de biais, c'est important. Mais quand ils les enlèvent, ils retrouvent cette variation et ils l'expliquent. Ils essayent de l'expliquer par une approche dite in silico. Alors, pourquoi est-ce qu'en parler aujourd'hui? C'est pas comme en parler il y a un an. C'est qu'il y a un an, j'ai présenté ça comme un article d'hypothèse qu'il fallait valider. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis, pas seulement des articles d'hypothèse. Il y a quelques semaines, un article qui a été signé d'ailleurs aussi par notre ami Philippe Calder, 445 850 personnes, c'est pas rien, aux États-Unis, en Suède et en Angleterre, qui consomment des compléments alimentaires contre les gens qui n'en consomment pas, de même population, etc. Les gens qui consomment des compléments oméga 3, vitamine D ou des prébiotiques, les autres, ça ne marche pas, ceux-là ont de 10 à 20% de chances de moins d'être positifs. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce qu'on pensait, nous, de prévenir la complication, c'est qu'ils ne sont même pas positifs, ceux-là.
Et quand même 10 à 20%, c'est beaucoup, hein, c'est significatif. C'est différent selon les hommes, les femmes, les obèses, les pas obèses, etc. Mais globalement, c'est significatif. L'article s'appelle Modest Effects, mais je pense que c'est surtout une énorme surprise, parce que personne ne s'attendait à ça. Surtout sur un endpoint qui est la positivité, qui n'est pas la gravité du truc. Ça, c'est l'article dont je vous parlais, qui lie épidémiologie, poisson, oméga 3, et puis travail in silico pour essayer d'expliquer pourquoi, mais qui rejoindrait l'hypothèse d'un effet antiviral, en plus de l'effet anti-inflammatoire des oméga 3. Ça, c'est l'étude conduite par le professeur Harris aux États-Unis. Dans la presse, on a un peu parlé. Lui, il a analysé le sang des gens qui arrivaient à l'hôpital, qui étaient malades, et le quartile supérieur, donc des gens qui ont un index oméga 3, tout à l'heure je disais ça va de 3 à 12, ceux qui étaient au-delà de 5,7, donc ceux qui en avaient le plus, mouraient 4 fois moins que les autres, ce qui est quand même pas rien. Alors c'est une pilot study, faut du temps hein, pour construire des études, mais c'est quand même pas inintéressant du tout. Et puis il y a beaucoup d'articles qui sont sortis qui disaient les gens en réanimation, dans les poches de nutrition parentérale, il faut mettre des oméga 3 et des huiles de poisson. Il y a eu beaucoup d'articles et des méta-analyses qui disent que les gens en syndrome de détresse respiratoire, ça c'est la plus récente, quand on met ces oméga 3 dans les poches de nutrition parentérale, on réduit la mortalité de 36%, on réduit aussi le temps de ventilation, le temps de séjour en réa, etc. Donc c'est plus des hypothèses, c'est des vraies preuves. Et je vais revenir quand même à cette logique de santé unique, parce que mettre des oméga 3 dans des poches de nutrition entérale, les prendre en complément alimentaire, c'est génial pour faire la preuve. Ce n'est pas vraiment ce qu'on défend depuis quelques décennies maintenant. Alors, je fais le teasing pour la journée du 8 juin dont Nathalie a parlé, qui s'appelle One Health, puisqu'il y aura et Philippe Calder, le prof d'immunité, et William Harris, le prof de médecine américain qui a conduit l'étude à l'hôpital à Sioux Falls, qui seront avec nous. Il y aura aussi le docteur Jean-Michel Le Cerf, qui est le patron de la nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Alors, c'est juste un teasing, il m'a passé sa présentation, je vous montre juste la dernière diapo pour dire que dans sa dernière diapo, on parle d'oméga 3, on parle de vitamine D, on parle de polyphénol, on parle de fibres, donc on parle de nutriments. Le nutriment en lien, quand vous regardez le bas, avec l'immunité et avec l'inflammation. Mais si vous regardez le haut, vous voyez des légumes, vous voyez du soleil, vous voyez un poisson, vous voyez un champ de lin, faire plaisir à nos amis du 28, vous voyez du beurre et vous voyez des œufs. Et on voit une chaîne alimentaire. Dans un article scientifique, dans une présentation qui s'appelle « Y a-t-il place pour une alimentation barrière ?» vous voyez l'amont de la filière. Et je voudrais qu'on parle du terrain, pour finir, qu'on parle pas que de la vitamine D et des oméga 3, pas que des polyphénols, mais de la façon dont on les amène dans l'assiette, qu'on parle de la densité nutritionnelle des aliments. La phrase de Pasteur, Béchamp, Claude Bernard, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Évidemment, le microbe compte, mais le terrain compte aussi. Et l'éliminer complètement du champ de vision et du champ de discussion dans une crise comme ça, c'est juste dramatique. Moi, je mets ça sur le compte. Si je passe côté sciences humaines, il y a une expérience qui est connue en psychologie sociale qu'on appelle l'expérience du gorille invisible. C'est dans une université américaine, un prof de sociologie qui avait demandé à ses étudiants de compter le nombre de passes que faisait une équipe de basket qui était sur l'estrade. Et donc, les étudiants notaient le nombre de passes. Et pendant ce temps-là, il y a un gorille qui est passé, qui se tapait sur la poitrine, enfin un bonhomme déguisé en gorille. La moitié des étudiants ne l'ont pas vu. Ils appellent ça la cécité inattentionnelle. On était tellement obsédés par faut trouver le médicament, faut trouver le vaccin qu'on n'a pas vu le terrain. Mais quand tu regardes, quand la cécité d'inattention disparaît, ça saute aux yeux. Et je pense qu'il y a un moment, quand Nathalie disait que c'était dur en 2020, ça a été dur parce qu'il fallait se battre contre le quotidien. Et le quotidien, c'était pas ça. Mais maintenant, les gens veulent plus de santé. Maintenant, les gens disent on veut plus de local, on veut plus de rémunération du producteur parce que si on le rémunère bien, il va nous faire des aliments bons pour notre santé. On est là au bon moment. Le gorille, on va le voir. Et je pense que maintenant, la densité nutritionnelle des aliments dont Nathalie a parlé, l'indice de densité nutritionnelle lié au mode de production des aliments, c'est vraiment ça qui va guider pas les travaux de l'association, mais les besoins des mangeurs pour les années et les décennies qui viennent, et on participera à passer ces messages-là. Alors pourquoi c'est important? Je vous mets l'exemple que je connais le mieux. Une vache qui fait du lait, il y a un peu d'oméga 3 dans le lait. Pas beaucoup, mais comme on mange beaucoup de lipides du lait, ça compte. Alors on dit une vache qui mange l'hiver que du maïs et du soja,
Il n'y a pas beaucoup d'oméga 3 dans le lait. 0,2% de son gras, c'est ça. À l'herbe de printemps ou quand tu manges un régime bleu blanc cœur, on se rapproche des 1%. Bon, on dira, comme me disait un médecin, tu sais, 3 fois plus de 3 fois rien. Sauf qu'on en mange quand même des lipides du lait. On mange du fromage, on mange du beurre. Et la différence, elle est là. C'est que si je ramène ça aux besoins des Français, sur les 30 grammes de lipides laitiers qu'on consomme par jour, tu passes de 3% des besoins pour le lait d'hiver classique à 20% des besoins pour un lait bleu blanc cœur. Ça change tout, 17% d'écart. Le lait, c'est qu'une partie des lipides animaux. Les lipides animaux, ils nous fournissent les 2/3 des lipides qu'on consomme. Ben, vous multipliez 20% par 3 et encore une fois par 3. Et là, c'est plus 3 fois plus de 3 fois rien. Tu passes de besoins absolument pas couverts à de besoins 100% couverts sans qu'on ait besoin de prendre des gélules. J'ai rien contre les gélules, hein, et on est à un stade où peut-être qu'il vaut mieux en prendre. Mais ce à quoi on aspire tous, c'est que cette densité nutritionnelle, on la retrouve dans l'assiette. On a parlé de la vitamine D. Là aussi, la vitamine D, il y a beaucoup de fonds scientifiques là-dessus, au propos de Covid. C'est quoi la vitamine D, ou la vitamine D3 plutôt, c'est la vitamine importante. C'est pas une vitamine, c'est pas du tout une vitamine, hein, puisqu'on la fabrique, enfin les animaux et les hommes les fabriquent sous la peau, à partir d'un précurseur du cholestérol. C'est un nutriment animal, et forcément on le fabrique sous la peau à partir du soleil. Donc nous, on nous dit, mettez-vous au soleil, et puis ça va vous fournir de la vitamine D qui sera stockée pour l'hiver. Si on conduit les animaux sans les mettre dehors, on aura un peu plus de mal à fabriquer de la vitamine D. Les teneurs en vitamine D, elles dépendent de ce que mange la vache, elles dépendent de ce que mange la poule, mais elles dépendent aussi de l'endroit où elle est élevée, de l'accès à l'extérieur, etc. Ça varie dans les publis de 1 à 5. Donc on ne peut pas se contenter de dire buvez du lait, mangez des œufs. Il faut regarder, il faut la chercher, cette densité nutritionnelle. Nathalie montrait les premiers légumes bleu blanc cœur qui arrivent. On travaille avec une ONG américaine qui s'appelle Bionutrients, qui travaille sur les mêmes thèmes que nous. Et ils disent, dans les carottes, on a trouvé des valeurs en polyphénol qui vont de 1 à 200. Pour les antioxydants, ça va de 1 à 90. Alors, il y a des effets, je parle des carottes qui sortent du champ, hein. Enfin, qui sortent du champ pour aller au labo. Il peut y avoir des petits biais, mais c'est quand même énorme. Quand on dit, vous voulez des bêta-carotène, manger des carottes, en plus, ça rend aimable. Oui, d'accord, mais il y a des carottes qui ne vont pas te rendre aimable. Puis il y en a d'autres, celles que j'ai mangées moi, elles sont formidables. Non, mais de 1 à 200, c'est quand même énorme. Alors, je n'ai pas retenu le 1 à 200, mais je dis que le double défi, celui de la santé unique, c'est un défi climat et nutrition. Climat, on peut en parler. Il y a Greta Thunberg d'un côté, il y a Nathalie Kerwas de l'autre. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui agissent. J'aime bien Greta, j'aime plus Nathalie et ses collègues, parce que nous, au moins, on agit. La densité nutritionnelle, on l'a vu, ça va de 1 à 10 pour les oméga 3 dans les œufs, ça va de 1 à 5 pour la vitamine D dans le lait. Les polyphénols, ça peut aller de 1 à 5 sur ce qu'on a constaté, nous, dans des conditions plus resserrées qu'aux États-Unis. Et la qualité environnementale, est-ce que si c'est bon pour l'homme et l'animal, ça va être bon pour la terre aussi? Ben, ça se mesure. Ça se mesure. Et ça se mesure avec quelque chose qui est assez normé, même très normé, qui est scientifique, qui s'appelle les analyses de cycle de vie. Je demandais à Aude, qui est dans la salle, quand est-ce qu'elle avait fait son mémoire de fin d'études chez nous. Maintenant, elle est productrice de lait, vous l'avez vu tout à l'heure. Tu m'as dit que c'était 2007. En 2007, je crois que le sujet de ton mémoire de fin d'études d'ingénieur, c'était de construire une analyse de cycle de vie bleu blanc cœur. C'était les tout débuts. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas découvert un jour écologiste parce que Greta Thunberg nous obligeait à le faire. C'était dans nos gènes. Le premier article dans la presse scientifique où on mesurait des gaz à effet de serre, c'était en 2001, juste après l'étude clinique fondatrice. Ces études cliniques, on les a faites. Ces ACV, plutôt ces analyses de cycle de vie, on les a faites. Le réchauffement climatique, c'est le premier critère. Mais aujourd'hui, on avance vers un score unique qui commence à se mettre en place, où on ne parle pas seulement de changement climatique, mais aussi d'occupation du sol, de biodiversité, de particules fines, etc. Et il y a des gens qui travaillent à normer tout ça pour qu'on puisse avancer sur... C'est compliqué, l'écologie scientifique. C'est infiniment plus compliqué que l'écologie politique, ou en tout cas que les messages de l'écologie politique. Pour aboutir à quoi? Ce que montrait Nathalie, il y a un énorme... Je salue toute l'équipe. Je pense que le travail qui a été fait en 2020, quand tu vois ce qu'a été l'année et quand tu vois ce que présente le rapport d'activité, je pense que vous êtes tous et toutes au sein de l'association
C'est pas convenu ce que je dis, hein. C'est pas je salue tout le monde parce que je vais oublier personne, mais je pense que chacun et chacune des salariés de l'ASSO mérite quand même des félicitations énormes pour produire ça dans les circonstances où quand on regarde en arrière, on voit jamais les mauvais moments, mais dans des circonstances qui ont été très compliquées. Ben, vous participez à ça et affichez simplement qu'un œuf bleu blanc cœur, c'est 3 fois plus ou 4 fois plus d'oméga 3, mais c'est aussi 18% de CO2 en moins. Eh ben, faut imaginer tout ce qu'il y a derrière en construction scientifique, en construction, en co-construction avec les acteurs de la production, de la nutrition animale, etc. Mais on n'a pas le choix. Si on veut sauver la planète, ce qui est l'enjeu de notre génération, enfin la planète, comme dit Jean-Pierre, elle se sauvera, mais sauver la planète et ses habitants, il ne faut pas que des Greta Thunberg, il faut aussi des Nathalie Kerwas et de tous les hommes et les femmes de cette association que j'en profite pour saluer. Donc, ce que j'arrive de la fin, je n'ai pas débordé, pas encore. Les nutriments barrières dont je parle, les plus cités dans la crise Covid, c'était quoi? Les oméga 3 à longue chaîne et la vitamine D3. C'est des nutriments animaux. Faut le dire. Il n'y a pas de débat là-dessus. S'il y a des nutriments qui ont eu un effet, c'est la vitamine D3 et c'est les oméga 3 longue chaîne. C'est des nutriments animaux, mais attention, ils participent d'abord à la santé animale. C'est-à-dire qu'avant de rendre les gens sains, ils rendent les vaches, les poules et les cochons sains pour nous faire de bons produits aussi. Ils sont tout à fait marqueurs de la façon dont les animaux ont été soignés. Encore une fois, je dois le dire tous les ans, mais quand les médecins rencontrent les paysans et qu'ils entendent les paysans dire « je vais soigner mes vaches » au lieu de dire « je vais les nourrir », il y a souvent des déclics qui se font. Et la façon dont vous, les paysans, pour ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont en visio, soignez vos animaux, ça a une importance fondamentale et pour la planète, et pour l'homme, et pour la santé animale, mais ça, vous le savez bien. Et ces nutriments, ils sont aussi marqueurs d'une bonne santé environnementale. Pareil pour les végétaux, quand les teneurs en antioxydants et en polyphénol, on l'a vu, ça peut varier de 1 à 100. Les études cliniques qui conduisent avec les fruits et légumes, ça marche jamais très bien et ils mettent toujours dans la conclusion, ouais, parce qu'on n'est pas très sûr de la teneur en antioxydants et en fibres. On sait que les végétaux doivent amener ça, mais on n'est pas très sûr. Enfin bref, je ne commente pas, mais ça dépend aussi, on a beaucoup à apprendre là-dessus encore, de la façon dont on nourrit le sol, pas seulement de la façon dont on nourrit l'animal, mais aussi de la façon dont on nourrit le sol, notamment la teneur en carbone et en matière organique. J'entendais quelqu'un dire, tant qu'il y avait de la polyculture, élevage et de la couverture du sol, c'était une agriculture NPK parce que du carbone, on en avait à l'appel. Maintenant, bon, avec la matière organique du sol qui baisse, avec l'élevage qui disparaît dans certaines régions, ça devient problématique et on se retrouve dans une agriculture du carbone avec des impacts sur la densité nutritionnelle, mais aussi bien sûr sur le climat parce que le carbone capté dans le sol, eh ben, il n'est pas dans l'atmosphère. Alors ça, c'est l'extrait d'un article de Calder. Hein. Il dit quoi, Calder? Il dit, si vous voulez une bonne immunité, voilà, il faut toutes ces vitamines. Et puis, il faut manger du lait, du fromage, des œufs, du poisson, des brocolis, des choux de Bruxelles. En gros, manger de tout. Parce que le meilleur conseil nutritionnel, c'est manger de tout. Éviter les évictions, parce que c'est pas bon. Manger de tout. Mais nous, notre combat, c'est un peu plus que ça. C'est manger de tout et ramener de la variété. Notre combat, c'est un combat pour que les sols, les plantes, les animaux qui nous nourrissent soient eux-mêmes bien nourris. Notre combat, il amène à ça. Il faut quand même s'y attarder 2 secondes pour dire que ce schéma-là, c'est l'aboutissement, c'est le bout de l'entonnoir de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été présenté dans le rapport d'activité, les impacts de Bleu Blanc Cœur aujourd'hui, grâce à tous ces acteurs hein, et tous les membres de ces communautés, et tous les salariés, et tous les membres de la gouvernance. Ça aboutit à 28 000 hectares de soja non produits au Brésil, en tout cas qu'on n'importe pas. C'est pas rien. Ça aboutit à, j'ai vu 50% des Français, ou je ne sais plus où c'est écrit, 44 306 318 Français, exactement, qui augmentent de 50% leurs apports nutritionnels en oméga 3. Dans le contexte qu'on vient de voir, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. On est en train de finir, je pense qu'on présentera ça parce que ce sera quelque chose, l'aboutissement. Nathalie le présentait rapidement. Bleu Blanc Cœur a lancé un coup de sonde
pour analyser très rapidement. C'est des méthodes très peu invasives pour avoir la quantité d'oméga 3 ou de vitamine D qu'on a dans son sang avec un prélèvement qui n'est même pas une prise de sang, qui est une petite tête d'épingle. Et on est en train d'analyser les résultats. C'est passionnant. C'est passionnant parce que tu vois ce que les gens mangent et tu vois l'apport de bleu blanc cœur, mais aussi du poisson, de l'huile de colza, de la linette, des produits animaux, des produits végétaux, à une composition du sang, donc une composition des membranes de notre corps, équilibrée ou non. Et ça, il faut absolument on parle d'une démarche bleu blanc cœur, qu'une démarche originale, parce qu'une démarche d'obligation de résultats mesurables, je pense que le fin du fin de la mesure, c'est regarder où on en est nous. Et là, la promesse, elle se traduit dans notre corps, et c'est très fort. Mais elle ne se traduit pas que là, elle se traduit aussi dans les paysages, elle se traduit dans l'environnement, elle se traduit dans la santé animale. Pour les prochaines pandémies ou syndémies à venir, syndémie, c'est dire c'est pas que le virus, il y a le terrain aussi. Ben, ce serait intéressant qu'on participe à faire émerger un message fort sur le rôle de la nutrition, de la densité nutritionnelle des aliments, en lien avec leur mode de production, avec cette notion d'alimentation barrière qui commence dans les champs, et j'ai rajouté sous les champs, parce que je pense que l'étape d'après de Bleu Blanc Cœur, c'est de s'intéresser encore plus, et on ne le fera pas tout seul, mais de s'intéresser encore plus à ce qui se passe dans le sol, à ce qui se passe sous nos pieds, dans les champs, sous les champs, pour que ce concept de santé unique soit mesurable vraiment du sol, comme on dit, de chaque parcelle de sol à chaque cellule de notre corps. Et ma dernière diapo pour vous dire que pour les débats qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'est pas tous ensemble, mais les débats à venir, la place de la nutrition dans la prévention santé, ça c'est acté, c'est acquis. La place des nutriments animaux et végétaux, c'est acté. Le lien entre santé animale et santé humaine, c'est acté, mais c'est acté parce qu'on a publié, parce qu'on a démontré. Tout ce qu'on a vu sur la comorbidité, sur le fait que les gens les plus touchés, c'était les gens les plus fragiles, ça doit absolument nous orienter vers le fait de dire la logique des alimentations à deux vitesses, de la qualité supérieure versus la qualité inférieure, ça doit disparaître. Il faut vraiment qu'on ait l'accessibilité comme la mesurabilité soit la clé de notre démarche, qu'on puisse nourrir tout le monde et surtout les gens qui en ont le plus besoin. Et je voudrais, si c'est acté aujourd'hui que les labos de pharma et de génie génétique sont des acteurs de santé, c'est vrai que les paysans, les agronomes, les pros de la santé, les chefs, les mangeurs, les gens de nos communautés, soient des acteurs de la santé unique, parce qu'on en a fait, vous en avez fait, un concept solide et mesurable. Et je vous remercie. Voilà pour moi. Merci.